Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Raphaël Lebouja. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est hyper content de vous recevoir parce que ça fait un moment qu'on voulait vous recevoir. On a beaucoup aimé votre livre à Regard, qui est un livre qui est publié, je crois, en octobre 2018. Ça s'appelle « Comprendre le Rojava dans la guerre civile syrienne » aux éditions du Croquant. On va y revenir évidemment, mais d'abord, un mot sur cette tribune qui a été diffusée hier dans l'Humanité, une tribune signée par des artistes et des intellectuels. « Pas un Kurde ne doit mourir sur notre sol », écrivent-ils. Ils en appellent au gouvernement pour sauver les 14 militants kurdes grévistes de la faim à Strasbourg depuis près de 120 jours. Que fait la France pour les réfugiés kurdes ? Alors le gros problème en fait dans cette histoire, c'est que pour des raisons d'accords économiques ou autres, en fait, le gouvernement français, qui est déjà un peu beaucoup brouillé avec Erdogan, hein, ils ont des problèmes d'entente. Il y a disons un silence des institutions européennes, françaises, un peu dans toute l'Europe. Ça pose un vrai problème parce qu'il y a déjà eu quand même plusieurs grévistes qui se sont suicidés et qui sont morts, donc il faudrait éviter que cela se produise sur le sol français, et je pense que c'était ça aussi le message de la tribune. Les auteurs de la tribune écrivent que les Kurdes combattent pour notre liberté en Syrie et en Turquie. C'est aussi aux Kurdes que l'on doit la prise du dernier bastion de l'État islamique. Pourquoi la France justement et l'Europe ne réagissent pas ? Comment vous l'expliquez ? C'est pas leur... Ils réagissent pas à ce que font les Kurdes en particulier, parce que ça fait longtemps qu'il y a des accords avec la Turquie. Par exemple, en 2015... Même ne serait-ce que l'État français reconnaisse l'action des Kurdes justement sur le combat contre l'État islamique. Alors ça, ils reconnaissent, mais indirectement, parce qu'ils ont un soutien, par exemple, aux forces démocratiques syriennes. Bon, c'est incontestable. La France, c'est le deuxième fournisseur en armes, etc., des forces démocratiques. Donc, sur ça, à la limite, ils ont une reconnaissance, surtout que Macron, contrairement jusqu'à présent, ne citait pas trop les soutiens sur place, et il parle de plus en plus des forces démocratiques syriennes. Donc, en Syrie, en fait, ils soutiennent, mais en Turquie, non. C'est-à-dire que même pendant 2015-2016, la Turquie a rasé des villes suite à des insurrections urbaines de la part des Kurdes, et la France n'a pas bougé. Voilà, parce que la Turquie, c'est l'OTAN, la Turquie, c'est un allié important au Moyen-Orient pour servir les intérêts des États occidentaux. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent, de moins en moins, à cause d'Erdogan qui est dans une situation de fuite en avant, où il fait de la surenchère islamiste, de la surenchère dans la violence et dans la répression. Donc bon, on va voir où ça mène. Mais je pense que c'est d'ailleurs une posture dangereuse pour eux, parce que ça va leur retomber dessus. S'il n'y a plus grand-chose à gagner au vu de l'orientation qu'a pris l'État turc aujourd'hui. Dans le livre, il est question évidemment du Rojava qui se situe au nord de la Syrie. De quel symbole, de quelle histoire le Rojava est-il le nom ? D'abord une histoire d'oppression et de résistance. Hein. C'est un peu des deux. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, il y a eu la ceinture arabe, donc ils ont colonisé au nord de la Syrie, enfin l'État syrien, l'État bassiste a colonisé le nord de la Syrie avec des Arabes contre les Kurdes. Il y a eu des massacres, de nombreuses répressions, mais en même temps c'est une histoire de résistance. C'est-à-dire que en 2004, il y a un soulèvement et des émeutes. C'est vécu comme une renaissance pour les Kurdes du Rojava qui ont renoué avec la lutte. C'est des névroses fêtées, c'est-à-dire des nouvel an kurdes fêtés malgré la répression féroce du régime contre eux. Tout ça a abouti, c'est qu'au moment où le régime a été faible, les régions kurdes ont pu prendre leur autonomie et se battre avec ce qu'ils avaient construit dans la résistance, quoi. Pour le dire avec des mots simples ou de manière simpliste, on peut dire que c'est la victoire des petits sur les grands, des Kurdes contre l'État islamique et de ses alliés de l'ombre aussi. C'est-à-dire la Turquie, la Syrie, le pouvoir syrien. Ah oui, c'est une grosse défaite, que ce soit du régime syrien, que ce soit de la Turquie, dans la région, clairement, parce que ils ont tout fait pour empêcher que ça arrive. Alors le régime syrien, il a laissé faire au début en pensant que ça permettrait de se débarrasser des islamistes pendant quelques temps, mais visiblement les choses n'ont pas fonctionné comme il voulait, quoi. Je parlais d'alliés de l'ombre parce qu'on peut s'interroger sur les liens de Daesh avec la Turquie, par exemple. Vous dites qu'un lien intime unit Daesh à la Turquie. C'est quoi ces liens ? Il y a plusieurs liens. Déjà, il y a eu un soutien
clair à Daesh. Bon, déjà on le voit parce que les premiers postes frontières qui tombent, c'est des postes frontières aux mains sur la poste frontière avec la Turquie, entre la Syrie et la Turquie. C'est là que Daesh a eu ses premières installations. On voit que par exemple des rebelles syriens n'étaient plus soutenus par la Turquie dès que Daesh avançait, ce qui fait que Daesh pouvait avancer son expansion. D'ailleurs, Mossoul, c'est pas tombé un hasard. On sait qu'il y a eu des trafics d'armes. On a les preuves, par exemple, on retrouve le gros des matériaux qui servaient à fabriquer des armes pour Daesh venait du marché intérieur turc. Je crois à plus d'auteur de 90% pour ce qui est de Mossoul et Raqqa. Donc on sait que en fait la Turquie a alimenté la machine. Brad McCurt a fait aussi dans Foreign Affairs là hier un très long article où il explique que la Turquie a tout fait pour alimenter la machine de guerre ISIS, c'est-à-dire de Daesh, en laissant passer Daesh, en laissant passer des armes, en organisant même parfois directement le soutien à Daesh. Donc c'est des choses qui sont connues maintenant. La différence, le problème, c'est que si on dit que voilà, la Turquie a soutenu Daesh, il faudrait prendre des sanctions contre la Turquie. Donc c'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant, mais personne ne bouge, quoi. Qu'est-ce qu'on sait des conditions de vie des habitants du Rojava? Il y a la situation des habitants, mais il y a aussi la situation des réfugiés, évidemment. Ah bah, ce sont terribles. Là, le dernier gros problème du Rojava, alors depuis des années, ils accueillent des centaines et des centaines de milliers de réfugiés, on ne sait pas exactement combien, mais là, à Barouz, quand les djihadistes se sont rendus, ce qui est d'ailleurs une grande victoire parce qu'ils avaient promis un bain de sang, des combats très durs, et au final, ils ont préféré se rendre plutôt que de se battre. Quand ils sont allés, ils ont été dans un camp, on pensait qu'ils étaient environ 20 000 maximum dans cette poche. Ils sont presque 80 000. Et tous ces gens-là, ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement dur, c'est des conditions sanitaires terribles. Voilà. Des fois, ils ont du mal à les nourrir, ça en vient là, et il y a très peu de soutien extérieur. Donc, ce que j'allais vous demander justement sur les soutiens extérieurs, même, je pense évidemment à la solidarité internationale, les ONG, mais aussi les journalistes, il y a un accès qui est quand même difficile, compliqué pour atteindre le Rojava. Alors ça dépend pour qui. Pour la solidarité, globalement, oui. Pour les journalistes, ça dépend. Il y a des moments où c'est plutôt facile de passer, d'autres moments où c'est difficile. Ça dépend un peu des péripéties entre le Kurdistan irakien et le Kurdistan syrien. Mais globalement, oui, on a quand même des difficultés pour oui, des grosses difficultés. C'est-à-dire que vous y allez dans quelques semaines, vous? Oui, enfin, je vais essayer en tout cas d'y aller prochainement, mais c'est-à-dire que le Rojava, en fait, il croule sur ça et il a une aide extérieure très faible. Voilà, on pourrait réduire ça. Il y a des fois des dons, des tentes, des choses. Moi, j'ai vu sur place, il y avait quelques trucs qui venaient par exemple du gouvernement italien, mais c'est petit, quoi. C'est très inférieur aux besoins. C'est-à-dire que régulièrement, on manque de tentes, carrément. Bon, moi-même, quand j'étais sur place, j'ai constaté qu'ils n'avaient même pas de béquilles pour les blessés. Ils en manquaient. Et en plus, celles qu'on trouvait étaient de mauvaise qualité. Enfin, tout est conditionné pour que on ait une catastrophe humanitaire et que pour l'instant on n'en parle pas trop, quoi. Alors en plus de la catastrophe humanitaire, on voit quand même que c'est pas une petite affaire d'entendre Donald Trump qui accélère le retrait des troupes américaines de Syrie. C'est quoi les conséquences sur le Rojava? Alors, elles sont multiples. Déjà, la première et gros problème, c'est la menace d'invasion turque venue du nord. Donc là, on risque une entrée massive de la Turquie, et bon, on sait qu'elle sort à réserve, c'est-à-dire instaurer un système basé sur la charia, un État islamique comme elle a fait à Afrin, massacrer la population et l'expulser, c'est-à-dire des dizaines, des centaines de milliers de gens, voire des millions qui vont être dégagés de leur terre là si la Turquie rentre. Ça va être des combats féroces, etc. Une zone d'occupation qui va être aussi un danger pour nous en Europe, parce que ça va se transformer en base de djihadistes et on ne sait pas ce qu'ils vont faire dans l'avenir s'il n'y aura pas de nouveaux attentats à Paris. Voilà, donc ça c'est le premier danger. L'autre danger, c'est l'Iran aussi, qui risque, avec l'État syrien, qui risque de rentrer dans cette zone-là, parce que s'ils voient la Turquie attaquer, eux aussi ils vont vouloir une part du gâteau. Donc pareil, c'est une théocratie, Iran, et pour ce qui est de l'État syrien, c'est un État nationaliste, très raciste à l'encontre des Kurdes, donc on imagine bien que ça va être aussi terrible, leurs conditions. Au mieux, un retour en arrière, ce qui est vraiment pas enviable. Il faut rappeler qu'avant, on retirait la nationalité aux Kurdes en Syrie, ça allait jusque-là. Voilà, ça c'est des risques majeurs, et puis des risques pour notre sécurité, quoi. Voilà, c'est les deux. Et sur la Syrie, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que le régime de Bachar al-Assad peut encore tomber, peut encore
évoluer? Alors, ce que je pense, c'est qu'en fait, le gros problème, c'est, enfin, ce que dit le Rojava, et je pense qu'ils ont raison, c'est qu'il faut changer le système. C'est-à-dire que le problème, c'est que, par exemple, vous faites tomber Muammar Kadhafi. Bah, regardez, aujourd'hui, c'est le chaos en Libye. Donc, si vous n'avez pas d'alternative politique viable, et enviable, je dirais même, et c'est ce que propose le Rojava aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il propose une démocratisation par une fédéralisation de la Syrie, voilà, où en fait les peuples de Syrie auraient les droits et de vivre comme dans les conditions qu'ils veulent, bon, avec bien sûr l'abolition de la peine de mort par exemple que prône le Rojava, etc. Mais ils veulent transformer la Syrie en zone fédérale, démocratique, avec des assemblées à la base qui seraient décisionnaires en fait. Pour la politique locale, régionale, etc. Donc c'est important en fait que l'alternative Rojava soit vue pas simplement comme une zone d'autonomie kurde, mais comme une alternative aussi en Syrie politique viable qui mettrait fin très certainement aux oppressions contre les minorités, contre les différentes ethnies et qui éviterait de nouveau de bains de sang et surtout un retour de Daesh sur place. Justement, j'ai une dernière question, Raphaël Lebruja, sur cette alternative qui est proposée par le Rojava. C'est aussi un projet de société nouveau qui se construit. Plusieurs communautés cohabitent avec l'intégration de minorités, toutes les minorités, multiconfessionnelles, avec des responsabilités paritaires, hommes-femmes. Le rôle des femmes a été très important, on le sait. Vous parlez même de révolution féministe, égalitaire, écologique et démocratique. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que dans leur projet, par exemple, pour ce qui est des femmes, pour citer un exemple, il y a des coprésidences, donc à chaque fois il y a un homme et une femme qui sont toujours représentés, ce qui fait que c'est des assemblées paritaires, hein, de fait on a 50% femmes, 50% hommes, parfois à une exception ou deux près, enfin, mais globalement c'est très paritaire. On est aussi dans des dynamiques où il y a une fédération des femmes qui a un droit de veto sur les lois qui sont votées ou les décisions qui sont prises, on trouve qu'elles sont sexistes. Voilà, il y a une éducation aussi qui se fait des jeunes garçons et des jeunes filles pour leur expliquer que le patriarcat c'est aujourd'hui un problème majeur dans nos sociétés. Donc voilà, tout ça c'est pour le versant femme. Pour le versant écologique, là, ils ont surtout des problèmes avec la construction de barrages et comment on appelle ça, la reforestation, parce que tout a été coupé et le désert avance. Donc là, il y a une lutte écologique, mais moi, j'ai déjà rencontré des Kurdes aussi qui m'expliquaient qu'ils voulaient un jour en finir avec le pétrole et laisser le pétrole là où il est. Bon, après, c'est pas prêt de venir pour des raisons économiques un peu évidentes, qui sont dans des grosses difficultés à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, ils extraient le pétrole, mais en tout cas, ils ont ce projet d'en finir avec l'extraction pétrolière. Égalitaire parce que, par exemple, au niveau économique, ils font des coopératives où les gens au départ répartis de façon assez égale entre les individus qui travaillent dans la coopérative et éventuellement des familles qui soutiennent. Mais donc, on est vraiment dans un système où on cherche l'égalité, puis aussi l'égalité en droit, l'égalité, la représentation des minorités. Par exemple, à Manbij, vous avez une famille arménienne, elle est quand même représentée au conseil d'administration, alors qu'il y a 130 000 habitants, je crois, avant-guerre, hein, un truc, quelque chose comme ça. Donc, on voit qu'on cherche aussi à représenter tout le monde. Donc c'est pareil, là on est dans une dynamique démocratique, représentative de toutes les composantes de la société et on ne cherche pas à en écraser une en particulier. Recherche du consensus, même j'ai vu quelque chose une fois là-bas, c'est que il y avait une amende qui avait été donnée à un jeune donc qui avait construit un mur là où il fallait pas, et sa commune avait contesté l'amende à l'Assemblée générale pour que ça soit remis en cause, et l'Assemblée générale était décisionnaire pour savoir si l'amende ou pas était juste. Imaginez ici, si un policier vous met une amende et que vous le contestez dans l'Assemblée populaire de votre quartier, on n'imagine même pas. Pourtant, c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'on voit. C'est un écho quand même dans la société syrienne, ou est-ce que ça reste quand même marginal et ça reste une enclave presque? Alors, on est quand même à 30% à peu près du territoire syrien, donc déjà ça fait beaucoup. Environ, d'après Brett McGirt, donc sur l'article, il disait 4 millions d'habitants, donc c'est quand même une masse critique entre guillemets. C'est pas 10 personnes dans un village qui font ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a par exemple les Druzes. Certains ont commencé à demander peut-être qu'un système fédératif ou une autonomie serait acceptable. Donc on voit aussi que certains autres courants, composantes de la société syrienne commencent quand même à s'y intéresser. Bon, il y a à mon avis un long processus qui va devoir prendre parce que le régime contrôle l'information d'une main de fer dans les régions où il est, donc ça va être difficile à diffuser. Mais avec le temps, on peut espérer effectivement que la question se pose, quoi. Merci beaucoup Raphaël Lebruja, le livre « Comprendre la Rojava dans la guerre civile syrienne » aux éditions du Croquant.